Montréal est une des villes les plus cosmopolites de la planète. Pour chaque 3 résidents, un vient de l'étranger. Promouvoir l'inclusion, démystifier les stéréotypes et surtout présenter la culture comme une voie pour apporter des changements majeurs au monde est l'esprit de l'organisme PAL, Partageons le monde. En 6 ans, l'organisme a animé 300 ateliers pour plus de 12 000 participants. Pour savoir davantage, moi, Fernando Rota, vous invite de rester à l'affût de TCF TV et soyez mes invités aux nouvelles du voisinage. Je suis ravi de recevoir ici sur notre plateau de tournage Rafael Benítez et Pilar Hernandez. Bienvenue là. Je vais vous présenter en fait parce que Pilar est directrice générale de PAL et Rafael Benítez est le directeur artistique de PAL. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Oui, oui. Comme j'avais dit dans mon intro, c'est très important de vous recevoir parce qu'on habite dans une ville des plus cosmopolites au monde. Un tiers des personnes qui habitent à Montréal, elles viennent de l'extérieur. Et ici, en fait, dans ces plateaux, présentement, c'est un excellent exemple parce que moi, je viens du Brésil et vous venez du Mexique, c'est ça? Oui. Alors, parfait. J'ai vu, en fait, dans votre site web que vous parlez une chose que je trouvais vraiment géniale, que vous voulez démystifier les stéréotypes. Et j'imagine en fait qu'une des stratégies que vous utilisez, c'est montrer la culture de l'autre. J'imagine que c'est ça par les biais des médiations culturelles. Non? Je voulais que vous expliquiez un peu exactement c'est quoi les médiations culturelles et comment vous faites pour démystifier les stéréotypes. C'est ça qui est le problème d'être étranger, c'est que quelquefois les Français... c'est un peu croche, là, je m'excuse pour notre audience, mais je vous laisse répondre. Oui, oui. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. On est très content aussi de pouvoir discuter, présenter notre organisme ici. Et effectivement, dans une ville comme Montréal, où il y a tant de cultures différentes, tant de façons de percevoir la réalité et tant de messages, et les stéréotypes sont malheureusement présents parce qu'un stéréotype, c'est une réduction qu'on fait de la culture de l'autre. Et c'est une façon de faciliter parfois, mais c'est un piège. Donc, l'idée de présenter nos activités, c'est de comprendre l'autre dans sa complexité culturelle et d'éviter le plus possible ces stéréotypes. Parce que les stéréotypes peuvent blesser aussi l'autre personne. Bien que, en général, les cultures ont des éléments qui sont plus évidents à le regard de l'autre. Il y a des traits qui sont plus intéressants quand on le découvre. Mais s'il n'y a personne qui les explique, notre tendance, la tendance en général de la société, c'est précisément de réduire. Donc, on veut approfondir et présenter les cultures des autres pour favoriser le dialogue, pour rapprocher aussi, parce qu'un autre impact négatif de ces stéréotypes, c'est « OK, je connais que les Brésiliens, c'est football, and that's it. » Tandis que numéro 1, la personne pourrait, dans un exemple, ne pas aimer du tout le football, ou oui, mais il y a des autres choses. Je suis une personne beaucoup plus profonde, demande-moi des autres choses que le football, par exemple. Le Mexicain, c'est évident, c'est la fiesta, c'est le tequila, mariachi, mais... J'allais dire mariachi. Mariachi, ça peut être bien, parce que la fête, c'est bien, mais pas nécessairement, et surtout quand on réduit la conversation à ça, OK, football, that's it, mariachi, c'est pas intéressé, et la conversation finit là, s'arrête. Tandis qu'on veut, à travers de nos activités de médiation, la médiation peut favoriser la rencontre, la prévention des conflits, précisément, parce que si on comprend que les cultures différentes qui forment les différents pays sont beaucoup plus intéressantes, plus riches à découvrir, ça peut amener un dialogue plus profond et on peut aller ailleurs dans l'intérêt et la découverte de l'autre. Donc, nous et nos activités, on veut favoriser ce type de dialogue, de rapprochement. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'activité là? Vous venez de parler en fait des mariachi. Comment vous faites en fait pour y aller plus loin dans la culture mexicaine? Oui, voilà, c'est un bon exemple. Et mariachi, c'est vrai que c'est un style de musique qui appartient dans une région spécifique du pays, qui est très populaire.
très connus, mais qu'il existe aussi des autres genres musicaux, mais qui sont moins connus. Disons par exemple les sons, los sones, jarocho. Oui, et dans nos événements comme Dia de Muertos, par exemple, on essaie de présenter plusieurs autres genres de musique parce que, en fait, les sons du violon, par exemple, du violon, et si on prend seulement côté mariachi conventionnel, on laisse de côté des autres choses qui sont beaucoup plus profondes et qui touchent aussi des autres cultures. Donc, on a trouvé que le violon a une ressemblance et la façon de jouer et de faire le rythme avec les pieds avec la musique traditionnelle québécoise, par exemple, ou la musique irlandaise. Donc, dans nos projets, on essaie de trouver cette voie de communication, des racines un peu cachées qui sont là. Et donc, on essaie de présenter des autres expressions musicales et de présenter autres que seulement le mariachi. Et je voulais vous poser une autre question, en fait, que je sais que c'est Pilar qui va répondre, sur l'impact des médiations culturelles, parce que dans votre site web, il y a une donnée qui c'est vraiment intéressante, qui, par les biais de vos médiations, que vous faites ça depuis 2015, vous avez déjà touché 12 000 personnes, c'est bien ça? Oui, bon, c'est ça. On a différents programmes à PAL. Un programme qui c'est plus pour les écoles. Non? Alors là, on a des données quand on y va, plus ou moins de savoir combien d'enfants, des garçons, filles, ou des pays d'origine, des langues qu'ils parlent. Et on a aussi des ateliers qui se passent dans les centres communautaires ou dans les HLM. Alors, dans chaque atelier, on prend de ces statistiques qu'on verse dans une feuille pour savoir quel est notre impact aussi. On mesure combien de personnes qui ont assisté à nos activités sont nées ici ou sont nées ailleurs, qui parlent français ou qui parlent notre langue à la maison. Et même des fois, quand on a des programmes spécifiques pour des quartiers vulnérables, alors aussi on prend en compte les revenus. Donc, tout ça nous donne un portrait de qui est notre public. Mais j'imagine que le travail avec les enfants, ça doit apporter des changements vraiment majeurs, non? Parce que quand tu apprends quelque chose quand tu es enfant, normalement, tu vas mener ça pendant ta vie, j'imagine. Oui, c'est ça. On a vu que dans les écoles, pas dans toutes les écoles, on a cette tendance à faire que les enfants partagent leur culture ou qu'ils se sentent plus à l'aise de parler de ce qu'ils font ou qu'ils parlent à la maison. Et que les autres enfants qui n'ont pas cette diversité, ils perdent aussi, ils ne sont pas capables d'avoir toutes ces clés, non? Pour leur vie future, pour pouvoir être plus inclusif. Alors, ça, c'était tous nos projets au début étaient focalisés surtout aux enfants et on travaille encore beaucoup avec eux. Mais depuis 12 ans, on a commencé à travailler plus avec les personnes aînées parce que plusieurs de nos partenaires nous ont parlé des problèmes qui existent, surtout dans les HLM, où il y a des personnes de faible revenu qui viennent de partout le monde et qui, des fois, ils parlent un petit peu anglais, un petit peu français, et qu'il y a des conflits à cause de ça, parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude d'habiter ensemble, et maintenant, ils sont tous dans les mêmes bâtiments, il faut décider des choses ensemble. Des cultures complètement différentes. Oui, et on ajoute les problèmes économiques qu'ils vivent, non? Beaucoup de personnes sont en mauvaise santé, en dépression. Alors, on a pu monter un programme pour être maintenant, on a fait 8 HLM à Côte-des-Neiges, Ndiji et Verdun. Et ça, la réponse était super favorable. Les personnes commencent à s'ouvrir plus. Ils ont l'habitude d'aller chaque semaine à rencontrer leurs voisins, parler plus avec eux. Et même, ils sont plus détendus maintenant quand ils se rencontrent, non? Parce qu'ils commencent à savoir qui est son voisin et qui a partagé des histoires. Alors, ça, on a vu que même avec l'âge, il faut créer cette
cette compétence interculturelle. Est-ce que c'est plus difficile par rapport aux enfants? Parce que j'imagine que les enfants sont plus ouverts. Là. Oui, Oui, non? Oui, c'est différent, mais oui, ça prend plus de temps pour avoir la confiance d'une personne âgée. Mais quand il est bien bâti la confiance, ils sont très ouverts, ils sont capables de faire des risques, non? Avec qu'on propose et de parler des sujets qu'avant ils ne parlaient pas. Alors, beaucoup de nos ateliers, ça passe en 3 langues minimum, pour pouvoir essayer que tout le monde comprenne. Non, je comprends. Je voulais amener juste quelques données par rapport à Montréal pour que les personnes puissent comprendre et qui, en fait, la question de comment vraiment Montréal est multiculturel. Là. Parce que 9 sur 10 immigrants ici au Québec, ils viennent à Montréal, alors presque 90%. Là. Et aussi, un tiers, j'avais déjà dit ça, mais un tiers des personnes qui habitent à Montréal sont venues de l'étranger. Et aussi, je remarque un point important qu'il y a un énorme mélange des pays d'origine de ces personnes-là. Si on regarde les 3 premiers pays de la liste des immigrants, c'est Haïti, Algérie et France. Tous les 3 sont des continents différents, alors le mélange culturel est énorme là. Et une chose aussi que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'ici, à Montréal, ils sont plutôt basés, ces immigrants-là, le plus grand nombre habitent à Côte-des-Neiges et Notre-Dame-des-Grâces, qui, si je ne me trompe pas, c'est exactement les coins où vous faites plus votre travail, c'est ça? Oui, on est basé sur Côte-des-Neiges et dans les dernières statistiques sortent que 75% des habitants de l'arrondissement sont de première ou deuxième génération. Alors, c'est énorme la quantité de personnes. Beaucoup de travail à faire. Oui. Et est-ce que j'imagine que le mélange s'est fait bien sûr avec des Québécois aussi, et comment ils reçoivent ça? Ma question c'est plutôt, est-ce que par exemple un étranger reçoit mieux la culture de l'autre ou un Québécois? C'est possible de dire un peu, j'imagine que c'est des perceptions différentes là. Oui, effectivement, ce sont des perceptions différentes, ce sont des optiques différentes, des optiques culturelles. La société d'accueil est traditionnellement très ouverte, bien qu'évidemment, ils ont leur propre façon de concevoir les systèmes. Et la langue d'abord, le fait de parler ici au Québec, le français, c'est une condition d'entrée. Ça amène beaucoup de défis, mais je peux dire que aussi cette société d'accueil est intéressée par la culture de l'autre. Bien qu'il existe une résistance, ça a changé beaucoup avec le temps. Il y a parfois les sentiments de menace, d'être menacé, c'est plus présent que dans cette autre période de l'histoire. On vit maintenant, évidemment, et ça c'est global, des sentiments de cette notion de revendication de nationalité, plus et moins, en fait, même aux États-Unis, avec des questions politiques plus grandes, ou en France, Trump et tout ça. Donc, ce sont des choses qui jouent beaucoup dans la façon dont les relations sont à la société. Mais je dirais que, et surtout dans une métropole comme Montréal, les gens sont intéressés et profitent de ces richesses. Parfois, comme on disait tantôt, les stéréotypes, ça aide un peu à ouvrir la clé. C'est pour ça que la nourriture, c'est un élément clé. Et donc, la société, ici, les Québécois, ils sont intéressés de découvrir l'autre. Mais il faut aussi amener des choses, des événements ou des activités qui expliquent c'est quoi, et pour aller précisément au-delà de seulement, OK, les tacos and that's it. Sinon, on veut qu'il existe des autres moments de rencontre et de dialogue. Et ce qu'on a vu avec nos activités, c'est que les gens sont intéressés si les autres sont bien présentés, se présentent bien, et eux-mêmes sont intéressés aussi de présenter leur propre culture québécoise. Et c'est une des raisons pour laquelle à Montréal, on vit dans une situation de paix général, et je le dis, je le remarque, et je remarque ce silence aussi, parce que je voulais bien approfondir en comparaison des autres villes aux États-Unis, par exemple, ou même en France, à Paris.
la situation est vraiment tendue, mais on n'est vite pas loin du paradis. Et il y a plein d'injustices, plein de profilages racial, plein de situations de discrimination, d'exclusion, mais quand même, on est dans un espace où ce type de conversation peut avoir lieu. Oui, oui, j'imagine que l'acceptation, je dis par mon exemple, là, je pense que l'acceptation, c'est sûr que moi, je suis dans un côté privilégié, je suis blanc, si je n'ouvrais pas ma bouche, on dirait que je suis québécois ou européen, là, c'est différent, là, mais j'imagine que même pour les communautés noires ou quoi que ce soit, peut-être Montréal, ça peut être un peu plus simple que dans d'autres coins du monde. Raphaël et Pilar, je voulais rentrer un peu plus dans vos travail, là, dans les travaux que vous faites pour PAL. Et vous ne faites pas que des médiations culturelles, que c'est le sujet qu'on a traité jusqu'à présent, mais vous faites aussi des expositions et d'autres choses. TCF-TV a pu y aller dans une de vos expositions. J'aimerais montrer à notre public c'est quoi exactement ça. C'est l'exposition Les cycles de la vie et de la mort. Et après, on va parler un peu. PAL Partageons le monde a rassemblé des artistes d'origine colombienne, mexicaine et canadienne pour explorer les points de rencontre entre transformation et racines. Nous avons visité l'exposition photographique collective Le cycle de la vie et de la mort, présentée à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. Une vitrine pour présenter la tradition mexicaine, mais aussi on veut présenter d'autres traditions qui parlent de la mort et comment ils voient ce cycle, comment ils approchent ce sujet qui peut être difficile, pour nous donner aussi de sens comme individu, mais aussi comme société. C'est une série d'expositions, ateliers pour adultes, pour enfants, pour les familles. On va aussi aux écoles à travers Montréal. C'est une expérience immersive sur la fête de Dia de Muertos. Parce qu'au Mexique, c'est vraiment coloré. C'est pas une fête qui reste à la maison. On le trouve dans les cimetières, on le trouve dans la rue, dans les musées. C'est vraiment part de la culture populaire. Les gens l'attendent vraiment. Et ici à Montréal, on veut offrir ça. C'est difficile de trouver des rituels modernes. La vie marche trop vite. Ici, il y a un espace, une petite fenêtre qu'on offre à tout le monde dans cet espace qui l'art nous permet, qui c'est comme des sorties de quotidiennes et plonger et peut-être trouver nous-mêmes, peut-être trouver notre propre réponse. Je travaille inspiré par les techniques anciennes de photographie. Il y a comme beaucoup de vérités qui parlent à travers des photos anciennes. Ma grand-mère aimait beaucoup les roses. J'ai mis la rose parce que ça me rappelle comme mes ancêtres, mes grands-mères et mes arrière-grands-mères. Au Mexique, Jour de la mort, c'est un festival, c'est une fête avec beaucoup de puissance. Et comme c'est toujours intéressant comme photographe de l'extérieur, d'observer. Ça, c'est une réflexion que moi j'ai vue quelque part. Dans une vitre. Alors, je suis une partie de cette photo-là. On ne peut pas échapper à ça. Bon, nous sommes de retour là. Pilar et Raphaël du organisme PAL, Partageons le monde. On vient de voir en fait une exposition qui vous avez eu un rôle fondamental là-dedans. J'aimerais savoir, vous êtes les curateurs de l'exposition, vous rassemblez les artistes, comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu à part des médiations culturelles ou ça fait partie? Oui, ça fait partie de la médiation culturelle. Quand on va créer, par exemple, la programmation du festival Dia de Muertos, on pense quels seraient les sujets à partager pour que les personnes comprennent plus facilement cette ressemblance entre les cultures. Alors, quand on va chercher les artistes et les inviter à participer dans l'exposition à travers ces sujets. Et comme partie de l'équipe, on fait aussi les commissariats, les textes. Et bon, on va aussi donner comme un touche aussi plus contemporain, comme quelque chose qui serait
dans la culture d'aujourd'hui, non? Pas pour juste rester comme chacun dans son côté. Alors, par exemple, dans cette exposition, on a fait un hôtel de jour de mort comme au Québec. Non? OK. Vous avez pris des choses de la culture québécoise, vous avez mis. Oui, par exemple, nous sommes inspirés de la belle exposition qu'ils font, par exemple, dans le marché Jean Talon, de la récolte, avec des grandes citrouilles, avec la paille. Alors ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, c'était comme, oui, ça ressemblait à comme un hôtel parce qu'on a de la nourriture, c'est quelque chose qui ferme la saison de récolte et pour se préparer à l'hiver. Alors, mais j'imagine qu'à quelques points dans l'histoire, peut-être ce serait une fête quand même vraiment reliée, non? Complètement. En fait, Dia de Muertos comme tel, comme on les connaît, c'est précisément cette façon d'honorer la vie et la mort, mais qui n'est pas uniquement mexicaine, sinon les cultures du monde en général, comme Pilar vient de le dire. Au Brésil, nous avons le 2 novembre aussi. C'est la fin de la saison de la récolte. On remercie la terre, on prépare l'hiver. C'est la façon de fermer et qu'un moment de l'année qui c'est plus obscur aussi. Donc, depuis générations, nos ancêtres, les ancêtres, ont parlé de ça et nous, avec nos activités, on veut les ramener. On veut faire faire conscience de ces racines et de ces cadeaux que les ancêtres nous ont donnés. Et c'est comme ça qu'on trouve plusieurs racines communes et avec autres cultures, notamment les autochtones, les Premières Nations d'ici. Et la nation Kanien'kehá:ka, c'est les Mohawks, sont une des partenaires actuels les plus importants de PADS, je dirais les plus importants parce qu'ils sont quelque chose qui nous donne beaucoup sont des alliés, nous avons beaucoup des idées, mais aussi on peut créer des activités ensemble dans un moment qui c'est très important de découvrir l'autre et précisément encore et encore les stéréotypes ou les préjugés de l'autre. Les Premières Nations pendant longtemps ont été jugées et critiquées pour des raisons historiques et fausses conceptions. Et nous, avec eux, on crée des activités de rapprochement pour montrer c'est quoi la culture et qu'on n'est pas si loin. Pas non seulement comme Mexicain, sinon en tant qu'humain, finalement. Non, c'est intéressant que vous dites ça, Raphaël, parce que dans votre site web, il y a la reconnaissance territoriale et vous écrivez là-bas, en fait, que c'est important, oui, vous amenez de la culture de l'extérieur, mais il faut respecter la culture d'ici, qui malheureusement a été un peu effacée pendant les années de colonisation et tout ça. Là. Alors c'est vraiment intéressant ça. Et, bon, ici on a déjà parlé au tout début des médiations culturelles, des expositions, des fêtes. Est-ce que vous avez encore d'autres outils? Parce qu'on dirait que c'est vraiment beaucoup de... Je dirais que la médiation, comme telle, c'est précisément l'outil, la façon dont on amène ou on promouvoit les dialogues et la rencontre. C'est la médiation, nous l'appelons médiation culturelle. Ça veut dire que nous utilisons l'art comme moteur de dialogue. Et soit à travers de la musique, des expositions photographiques, des événements culturels, de la danse, des ateliers de création. Mais tout cela, c'est dans le but de découvrir l'autre, de traverser les ponts qui séparent parfois les cultures. Et ça, c'est comme tel la médiation. La médiation a une autre dimension qui c'est d'intervenir dans une situation de conflit. Nous, on veut prévenir la prévention des conflits, la prévention de problèmes, précisément dans la promotion du dialogue, dans le respect de l'autre et la découverte. Donc, tout ça sont nos outils de tous les jours et nos créations, nos événements, nos ateliers, les expositions, nos moments de rencontre, comme on disait avec les aînés, et sont tous nos façons de créer. Et la porte est toujours ouverte et on invite toujours des experts de cette culture à venir avec nous. Et on a des amis perses qui ont une connaissance de sa propre culture. Et, par exemple, c'est un exemple. Et donc, le Yalda, qui c'est une fête qui se passe très près du Noël, par exemple. Il ne célèbre pas Noël, donc il célèbre le Yaldo,
comme ça prononce. Et donc, on invite à créer quelque chose ensemble pour faire découvrir l'autre et amener un dialogue, une compréhension plus complète de la société où on vit. Parfait. J'étais ravi de vous recevoir. Je voulais juste laisser clair pour notre audience. Là, vous faites des médiations culturelles et c'est pour des entreprises, pour des écoles, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, on a un nouveau service pour les entreprises, que c'est une formation qui promue l'inclusion au milieu du travail. Alors, on touche 4 différents sujets: l'identité, la culture, la diversité et l'inclusion. Et notre approche, c'est bien sûr une approche plus artistique et ludique qui invite à la réflexion. Alors, on ne donne pas des recettes magiques, non? Parce que l'inclusion, ça passe par chacun. Et c'est qu'on veut que les personnes ont cette réflexion pour aller ailleurs. OK, parfait. Comment on fait pour vous rejoindre? Le site web, téléphone? Vous pouvez les dire, là, on va les mettre sur l'écran. Oui. Notre téléphone, c'est 54-657-3340. Et notre courriel, c'est info@palmtl.org et aussi sur notre site web, qui c'est palmtl.org. Okay. Le site web il est vraiment complet, je peux naviguer un peu là-dessus, il y a beaucoup d'informations, c'est vraiment clair. Si vous voulez, si vous lisez les textes là, c'est facile à comprendre qu'est-ce que vous faites. Je vous dis là, très cool le site web. Merci. En fait, le site de la formation que me parlait tantôt, le nom de la formation s'appelle Formation ID, qui a sa propre adresse si les gens sont intéressés. Mais c'est relié à votre site web? Oui, les liens sont toujours. Donc, www.palmtl.org, comme on indique. Et voilà. Mais parfait. Raphaël, Pilar, je veux juste vous dire vos titres à nouveau pour que notre audience soit bien au courant. Parce que Pilar Hernandez, elle est directrice générale des PAL Partageons le Monde. Raphaël Benítez est directeur artistique des PAL aussi. Je vous remercie d'être là. Et à notre audience, je vous dis de rester à l'affût de TCF TV. Notre site web, c'est tcftv.ca. Au revoir. Merci.